Merci de rester avec nous. C'est la seconde partie de New World Forum. Nous parlons du Mali cette semaine à la croisée des chemins, Moscou ou Paris. On pose la question à deux personnes ressources. Guy Kokoumi Soleil, il est homme de lettres, critique littéraire. Et puis Paul Kofik Paye, chef de département d'histoire à l'Université de Lomé, ancien diplomate. Merci de rester avec nous. On avait fini la première partie sur ce sentiment anti-français qui se développe de plus en plus au détour des réseaux sociaux dans les capitales africaines. Alors, est-ce que vous comprenez ce phénomène, Guy Missodé? Oui, je le comprends pour plusieurs raisons. J'en avais esquissé certaines tout à l'heure. D'abord, il faut voir que cette nouvelle génération d'Africains ou bien de jeunes, et cette génération n'a pas été nourrie exclusivement à l'école de la francophonie, entre guillemets. D'abord, elle est plus ouverte sur le monde, et reçoit les informations de part et d'autre. Et n'oubliez pas que sur les réseaux sociaux, qu'on le veut ou non, il y a une tendance de pensée unique qui est la pensée anglo-saxonne. C'est qu'ils veulent rêver, aller d'autre part. Et puis, ça a contribué également à quoi? À la libération de la parole. Parce que peut-être que la génération précédente voulait s'exprimer, mais vous voyez, n'était pas éduquée dans ce sens. Le respect de l'autre, le respect de l'aîné, le respect de l'autorité. Donc, il y a également ce fait, et un autre aspect également, il y a l'aspect miroir. C'est que le reflet que justement on trouve de l'Afrique sur ces réseaux sociaux, ou alors sur les médias, qui est un reflet vraiment qui frise justement la misère, alors que de l'autre côté, vous voyez, on a un autre reflet de l'Europe qui fait miroiter, mais qui rend également cette Europe inaccessible. Et là, il faut trouver les causes, les responsables. Et le réflexe humain, c'est que c'est l'autre qui est d'abord responsable, responsable de ma misère. Et puis, on questionne l'histoire, la colonisation, l'esclavage. Et bon, tout cela justifie le fait que vous nous avez toujours bâillonné. Maintenant que, comme disait Sartre, quand vous enlevez le bâillon qui fait les bouches les bouches noires, vous n'attendez pas justement qu'il fasse vos hommages, n'attendez pas qu'il fasse vos éloges. Donc aujourd'hui, on est dans une revendication légitime que nous comprenions. Voilà. Et puis, dans cette mouvance également, n'oublions pas qu'il y a, sur le plan historique, il y a eu le démantèlement du mur de Berlin, donc et cette scission qui opposait les deux. À un moment donné, avec cet espoir, mais ce vent lancé à la balle, et qui a libéré tout. Donc, à un moment donné, c'est comme si pendant longtemps, la jeunesse s'est sentie, ou alors les Africains se sont sentis étouffés. Maintenant que c'est libéré, on ne va plus, ou bien cette jeunesse-là ne va plus se taire. Et il va trouver justement, et je terminerai en disant que il y a une guerre qui est média, il y a une guerre justement de communication entre les différentes puissances. Nous avons vu comment ça a failli faire taille du lot aux États-Unis lors des élections présidentielles. Ça dit que la Russie est présente sur les réseaux sociaux, de la même façon les autres puissances, et on est là seulement pour salir l'autre et le présenter comme justement le diable qui est à l'origine de vos problèmes, avec des avatars comme avec des faits réels. Donc, il faut tenir compte de tous ces aspects pour comprendre ce sentiment mais malheureusement, j'ai l'habitude de le dire, moi, mes amis français, qu'ils ne font pas beaucoup de choses pour corriger cette image. Parce qu'il y a malheureusement des comportements qui confirment ces points de vue qui peut-être ne sont pas réellement justifiés. Hier, ou bien avant-hier, il y a un leader, il est membre d'un parti malien, il dit qu'il s'en prend à la France, mais il ne s'en prend pas aux Français. Il a nuancé pour dire que ce n'est pas un anti-français en tant que français de la rue, mais anti-système français. Voilà, donc voilà une lecture que je peux faire. Alors, docteur Paye, est-ce que la France est responsable de la misère, de la faim, de la soif
et des républiques bananières en Afrique, surtout francophone? Non, moi je dis souvent que ce n'est pas la France qui doit porter actuellement cette responsabilité. Parce que nous sommes indépendants depuis plus de 60 ans. Nous aussi, nous avons une part de responsabilité. Ça veut dire que la France a une part de responsabilité? Oui, parce que il souffrait que moi je le dise, parce que je suis historien. Et tout à l'heure, le collègue a parlé du sentiment anti-français qui se développe. Tout ça, là, l'histoire. Il y a la colonisation, il a évoqué. Et ensuite, après les indépendances, la relation que la France avait entretenue avec les anciens partis uniques, les anciens régimes, on a vu. À travers le pacte colonial, notamment. Pacte colonial, la question du franc qui est toujours d'actualité. Oui, la question du franc CFA qui est là. Et aujourd'hui, vous voyez l'influence des États émergents, des pays émergents. Je prends la Chine, par exemple, qui aujourd'hui vient remplacer la France dans le domaine économique dans les États africains. Vous voyez tout ce que la Chine a investi en Afrique comme infrastructure. Tout ceci est ajouté à la génération finissante, ou bien presque finie, de Français, de franco-africains, entre griffes, si je peux l'appeler ainsi, parce que cette génération qui a connu les Français à l'indépendance, etc., qui sont restés, les Français qui sont restés dans une relation très étroite avec l'Afrique, ces personnes sont complètement, n'existent pratiquement plus. Et donc une nouvelle génération, ceux qui ont la quarantaine aujourd'hui, n'ont pas connu la colonisation. Ils n'ont pas tellement connu les tout premiers moments d'indépendance avec encore la présence française, la France qui fait tout avec ses coopérants, comment on appelait les coopérants dans le domaine éducatif, militaire. Vous voyez que tout ça là n'existe pratiquement plus. Et donc, cette génération... Décomplexée, donc? Décomplexée, bien éduquée. Quoi qu'on dise, quand les gens tirent sur le système éducatif en Afrique, au Togo, un peu partout, quoi qu'on dise, nous avons réussi quand même à faire en sorte que les produits de ce système scolaire soient quand même des produits qui prennent conscience du fait que le destin de l'Afrique, c'est désormais dans les mains des Africains. Et donc, cette génération qui est décomplexée va répondre, va parler à la France comme elle le peut. Donc, moi, ça ne m'étonne pas. Et ajouter à cela les revers que la France a subi un peu dans les relations internationales. La question du Rwanda, avec la France qui s'est laissé, ou bien qui a laissé la tête de la francophonie à un pays qui a refusé elle a refusé même la francophonie. Le Rwanda a réussi à imposer Mme Mushikiwabo comme secrétaire général de la francophonie. Vous voyez, tout ceci fait qu'aujourd'hui, les Africains sont décomplexés et tout ce qui arrive est légitime. Cependant, ce que moi je veux dire, c'est pas, il l'a dit tout à l'heure, c'est pas un sentiment anti-français. Parce que quoi qu'on dise, nous avons besoin de coopérer avec notre ancienne puissance coloniale. La France nous aide sur plusieurs plans. La France, la coopération bilatérale entre la France et les pays africains est une bonne coopération, sauf que est-ce qu'il s'agit de vraie coopération? Oui, on donne de la main gauche pour reprendre de la main droite. Il nous appartient de savoir ce qu'il faut donner. Oui. Si c'est pas forcé. Donnez de la farine dans la main gauche, je ne suis pas obligé de vous donner un lingot d'or de la main droite. Non. Je dois voir que bon, la farine, ça équivaut à peut-être parce que ces relations tubercules d'igname et puis je donne. Ces relations reposent sur le pacte colonial, qui est un contrat totalement déséquilibré. Oui, et il nous faut nous réveiller. Et c'est ce que nous on dit à nos élèves, parce que qu'est-ce que je veux dire? Les relations, il n'y a pas cette phrase très élémentaire, il n'y a pas d'altruisme dans les relations internationales. Si vous pensez que lui, il est là pour nous aider, uniquement pour nous aider, ça n'existe pas. Soyons vigilants, c'est tout. Donc, ce sentiment anti-français, c'est regrettable que ça se transforme parfois en haine contre le... Moi, je le dis toujours, on a subi la traite négrière, la colonisation. Aujourd'hui, comme nous sommes libérés, nous sommes cultivés, nous sommes des intellectuels,
cela ne veut pas dire que nous aussi, nous allons retourner, nous allons faire la même chose. Non, mais il faut faire en sorte que les relations que nous développons avec nos anciennes métropoles soient des relations gagnant-gagnant, comme on le dit. Donc, ce sentiment qui se développe là, c'est une bonne chose. Moi, je trouve que le nationalisme qui était ancré en nos pères fondateurs, les pères d'indépendance là, ce sentiment nationaliste là revient. Et il faut canaliser cela. Il ne faut pas faire en sorte que ça soit avec les réseaux sociaux qui vont dans tous les sens. Il faut vraiment canaliser ce nationalisme pour qu'il soit vraiment profitable. Et je le dis, les Africains ont leur part de responsabilité et un rôle à jouer dans tout ce jeu. Guy Missole, va-t-on vers une deuxième décolonisation ou une vraie décolonisation? Non, moi je crois que, bon, je ne sais pas, si c'est l'arrivée de la Russie ou de la Chine et que l'on interprète par décolonisation, non, c'est pas, si je sais pas, ça serait une recolonisation. Ça serait une recolonisation. Et ne nous voilons pas la face. Nous savons ce que fait la Chine. Les terres qui sont confisquées, les terres qui se sont appropriées, ben ça, ce n'est pas une décolonisation. Et comme il a dit, ça dit que soyons froids parfois dans nos analyses. Celui-là qui va venir, mais ce n'est pas l'armée du salut, hein? Ce n'est pas justement pour nos beaux yeux. Lui aussi, c'est pour gagner, c'est d'abord pour ses intérêts. C'est pour les paniers de la ménagère chinoise, c'est pour les paniers de la ménagère russe. Ce n'est pas pour le panier de la ménagère. C'est à nous de faire pour que justement, ça soit pour le panier de la ménagère togolaise ou africaine. Oui, mais quand puisque vous aimez l'histoire, on a vu quand même la Russie apporter des aides précieuses à certains pays qui se sont affirmés sur la scène internationale. Quand vous prenez Cuba, par exemple... Non, ne parlez pas de Cuba aux Cubains. Non, justement, je suis désolé, ce n'est pas nécessairement la réalité. Moi, je suis avec des Cubains tous les jours. Ce n'est pas la réalité. Et on sait même ce qui a contribué au démantèlement de la Russie. Il y avait la corruption également. Il y avait l'apparatchik. Mais c'est seulement, il y a ce qu'on nous montre qui est différent de la réalité. Je suis désolé, le Cuba n'est pas l'Eldorado. Non, pas l'Eldorado, mais la Russie a aidé quand même Cuba à faire face victorieusement à l'invasion des États-Unis. Elle a aidé peut-être sur le plan militaire, mais sur le plan économique, aujourd'hui, n'oubliez pas que c'est grâce à la communauté cubaine qui se trouve à Miami, aux États-Unis, qu'ils survivent. Et aujourd'hui, quand on coupe les vivres... Mais la Russie n'a pas pour rôle de nourrir les Cubains. Non, justement, mais quand nous parlons de coopération, mais il y a également la survie quotidienne. La coopération ne doit pas être que militaire. Et d'ailleurs, vous allez voir, vous voyez qu'un peu le problème de Cuba, il a fallu justement que c'est ça qui a contribué au téléphone rouge. Parce qu'ils se sont rendus compte que les États-Unis et la Russie se sont rendus compte que il y a un pas qui ne peut pas franchir seulement pour le Cuba. Je ne sais pas si vous comprenez. Ça veut dire qu'il y a l'intérêt d'abord des deux. Parce que c'est l'historien quand même peut nous confirmer que c'est pour ne pas aller au-delà que justement il y a eu l'établissement du téléphone rouge entre les deux avec le problème de la baie de cochon. Où les États-Unis aussi étaient prêts. Oui, en 1960. Oui, c'était prêt. Ils disent que, écoutez, si jamais les Russes installent les missiles qui vont regarder les États-Unis, alors là, eux, ils vont lancer peut-être la bombe atomique. C'est pour nous dire que, lorsqu'il s'agit de l'intérêt entre les superpuissances, nous autres, nous ne comptons pas. Donc, il faut que nous cherchions à compter nous-mêmes. Et ça confirme ce que mon collègue disait que ce n'est pas parce que les Français vont remplacer ou bien les Russes vont remplacer les Français que le Mali demain sera inscrit sur la liste des pays les plus développés du monde. Mais vous l'avez évoqué tantôt, mais beaucoup se félicitent quand même de la présence russe en Centrafrique, une présence qui a permis de chasser les rebelles en quelques mois. Les autorités de Bangui ont... Je sais que M. Guy a répondu à cette question en vous disant que
la Centrafrique, les groupes rebelles, quand quelques individus sèment des troubles. Oui, mais vous avez parlé de quelques individus, mais c'est une situation que la France n'a pas pu régler sur une dizaine d'années. Oui, mais bon, ça dépend du contrat qui avait existé entre les Français et les autorités centrafricaines et du contrat qui existe actuellement entre les Russes et les autorités centrafricaines. Vous n'êtes pas sans savoir que même avec des sources bien documentées des Nations Unies qui montrent que la présence des Russes en Centrafrique pose d'énormes problèmes. Il y a eu même le rapport bien documenté, mais il y a eu des contre-enquêtes où des enquêteurs, enfin des témoins ont été achetés quand même. Non, il y a eu justement, je crois, hein, la publication de l'enquête du gouvernement d'ailleurs et centrafricain qui a reconnu. Oui, le gouvernement a reconnu. Comme vous le savez, même aux Nations Unies, la Russie a bloqué une résolution du Conseil de sécurité à ce propos. Ouais. Si tout est potable, pourquoi alors bloquer? Pourquoi bloquer? Laissez, on va voir. Les P5 s'exprimer. Donc, pour dire que c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a un peu d'accalmie en Centrafrique, mais comme il a dit, comparaison n'est pas raison. C'est pas parce que la comparaison vient du fait que les Français, comme je l'ai dit, pendant une cinquantaine d'années n'ont pas résolu le problème. La guerre civile qui a duré 10-12 ans en Centrafrique, on est de... Il a dit tout à l'heure. Cela dépend du rôle trouble que la France aussi avait joué pendant un temps donné en Centrafrique. Je sais qu'en Centrafrique, la France avait fait des dirigeants. Oui. La France avait des faits. Elle n'est pas crédible. Alors que la Russie n'est pas dans le même rôle. Oui, vous voyez que l'histoire suit toujours, l'histoire nous colle toujours à la peau. Le rôle que la France avait joué en Centrafrique pendant ces moments ont déterminé son comportement actuel en Centrafrique. Donc la Russie qui vient est un acteur nouveau. Mais quelle va être la différence? Qui vous dit? Nous sommes à 2 ans ou bien 1 an de l'intervention des Russes en Centrafrique, mais qui nous dit que les Russes vont être blancs jusqu'à la fin. Donc attendez la fin de l'histoire. Et puis moi je dis que mais oui, comme c'est pourquoi vous l'avez dit, mais c'est une relative victoire. Oui, et moi je le dis, je vais le répéter partout. Parce que la question n'est pas d'être blanc, parce que je suis vraiment désolé qu'on dise que ce sont les Russes qui sont venus remplacer les Français en Centrafrique pour que les Centrafricains aient la paix. C'est quand même écœurant. En tant qu'Africain, moi je dis non. Et nous-mêmes. Donc les Centrafricains doivent compter que les Russes soient présents là permanemment. Pas seulement en Centrafrique, pas seulement les Russes, il y a eu les Rwandais qui ont opéré aussi. Vous avez parlé des Russes, c'est pourquoi je parle des Russes. J'ajoute les Rwandais. D'accord. Le Rwanda, là, d'accord. Parce qu'au moins, c'est un pays africain qui va aider un pays frère. Voilà. Moi, franchement, si on me dit qu'il faut se tourner vers telle puissance je suis un peu peiné, quoi. Franchement, je suis peiné. Après 60 ans d'indépendance, faisons tout pour nous assumer. Il faut assumer. Il faut assumer notre responsabilité. Donc, et pour le Mali, on en a parlé dans la première partie, mais pour vous, la Russie peut-elle réussir là où l'Occident a échoué? Je ne pense pas. Hein. Nous avons déjà dit, la Russie a montré même ses limites ailleurs. Nous avons parlé de l'Afghanistan. Nous avons vu comment ils sont partis chassés par les Moudjahidines. Comment vous comprenez l'entêtement, entre guillemets, des autorités maliennes à ouvrir la brèche? Nous sommes dans le domaine de surenchère. Leur comportement est tout à fait légitime. Quand vous êtes à bout de souffle et que les gens vous font des propositions, on est très vite tenté d'accepter ces propositions. Moi, ce que les autorités maliennes, les pistes qu'ils sont en train de choisir, la piste notamment de Wagner, c'est suicidaire. Bon, je comprends, parce que c'est la réaction de quelqu'un qui a des problèmes. Quand vous avez des problèmes, vous tournez. La solution qui semble être très proche et à portée de main, c'est celle-là qu'on tient, sans pouvoir pour autant prendre le temps d'analyser, de voir les effets positifs, les effets négatifs, tout ça là. Maintenant, se tourner vers la Russie, une fois encore, je le dis, pour moi, c'est encore une puissance de trop. C'est encore une puissance de trop dans le Sahel. Quel est le problème qui se pose au Sahel et qu'on ne peut pas régler? Bon, je ne suis pas
je n'encourage pas, ou bien je suis pas, et je ne fais pas l'apologie des djihadistes. Mais tel que les résolutions issues du dialogue intermalien le disent, il faut discuter avec les terroristes là. Est-ce que cette solution aussi n'est pas bonne? C'est des interrogations, parce que il faut étudier la nature culturelle même du conflit, de ce qui se passe au Mali aujourd'hui. Le contexte. Donc la solution n'est pas que militaire. Non, le contexte culturel, le contexte historique même. Moi, je suis tombé lors de mes recherches la dernière fois sur une pétition que les habitants du nord du Mali, les habitants à Pau-Clair, avaient adressée en 1958 au président de la République française. Parce que lorsque les indépendances pointaient à l'horizon, ces populations du nord de la zone disent qu'elles ne veulent pas une indépendance, un État où les Noirs vont être les autorités parce qu'ils sont plus nombreux, ils sont concentrés dans le sud. Ils veulent plutôt leur attachement à des unités territoriales où il y a des populations claires, notamment faisant allusion à l'Algérie. Finalement, ça me permet d'ouvrir une parenthèse. Est-ce qu'on ne peut pas aller vers un fédéralisme pur et dur où chaque communauté a une forme d'autonomie chapeautée par un État central? Je dis, mal l'horizon avec Wagner, tout ça. C'est pas la solution. Je me dis que si le conflit malien dure depuis 2012 jusqu'en 2021 aujourd'hui, avec tout ce que nous avons comme force dans ce Sahel-là, et qui s'agrandit aux autres États, le Burkina Faso, bien sûr, la Côte d'Ivoire, également le nord de la Côte d'Ivoire, même les pays côtiers aussi sont menacés. Est-ce que la solution ne réside pas dans une analyse historique, culturelle de la région? Oui, mais maintenant, l'autre question aussi, pourquoi la France ne veut pas cohabiter avec la Russie? Pourquoi elle est remontée contre ce multilatéralisme peut-être que vers lequel les autorités maliennes je ne suis pas le porte-parole de la France, mais la France dit je ne cohabite pas avec des mercenaires. Et là, mais ça, c'est de la communication. Non, ben quand même que Wagner, mercenaire. Un État responsable, souverain, ne peut pas cohabiter avec un groupe qui n'a pas une entité étatique. Je vais vous poser la question à Gilles autrement. Pourquoi la Russie ne fait pas des démarches pour aller voir les Français? Nous allons participer à la force multinationale qui est dans la zone. Oui, mais vous parlez de ce qui n'a pas été fait maintenant. C'est comme une analyse. Pour dire que les Wagner, on peut confier. C'est vrai que les Wagner, tout le monde le sait, ils ont des relations avec Kremlin. Avec Kremlin, ça personne ne peut le nier. Mais officiellement, les autorités russes disent non, nous ne connaissons pas. Vous avez donné l'exemple des Américains qui ont utilisé une société privée en Irak. Non, parce que les Américains aux côtés des Français. Non, ils n'étaient pas aux côtés des Français. Oui, mais les Français Non, vous ne savez pas ce qui s'est passé en Irak? Oui, non, toute la bande verte, comme ils disent, de ces sécurités, la ceinture verte, c'est les Américains. Oui, mais c'est ce que moi je dis. On peut créer le territoire, enfin, donner une partie du pays aux Russes. Non, ça, on parle de la partition, là. Non, pas une question de partition, mais chacun s'occupe d'une zone. Non, je crois que soyons... que ce que je dis, chacun s'occupe voilà c'est ce que je dis. Et si c'est fini. On découpe en morceaux, chacun s'occupe d'une zone. Vous voyez, pour régler un problème est-ce que ça va régler, justement? Est-ce que c'est l'occupation d'un territoire souverain, pas morcelé par des puissances étrangères, qui sera la solution? Le collègue a dit, en tant qu'historien, comme je l'avais dit au début, le problème est clair. Voyons le côté historique, culturel, sociologique de la chose. Sinon, tout ce qu'on fait, mais ça serait justement de cosmétique. Parce que, est-ce que vous êtes sûr qu'on peut, avec toute la puissance militaire que ceux-là avaient, ils n'ont pas mis fin à cette guerre? Ce n'est pas les Wagner qui vont mettre fin à cette guerre. Et puis c'est normal que la France proteste contre Qu'est-ce qu'on paie aujourd'hui en donnant l'opportunité
à la Russie de montrer ce qu'elle sait faire. Nous, en tant qu'État malien, comment je peux dire, nous écornions davantage notre souveraineté. Ça veut dire que c'est une milice qui va dicter ses ordres quand même à un... Mais sur le plan même diplomatique, c'est inconcevable. C'est pas normal. Ouais, c'est pas normal. C'est-à-dire que ça veut dire que mais vous avez... C'est une façon justement d'abdiquer vis-à-vis de sa souveraineté. Voilà. Que c'est... Je ne sais pas si vous comprenez, parce que c'est l'entité Wagner. C'est représenté par qui? Qui est le partenaire? Je ne sais pas si vous comprenez. Que... Jusqu'à présent, tout le monde parle de Wagner, mais il y a... aucune information non, officielle. Mais avant-hier, ils ont reconnu. Le Kremlin a dit que oui, c'est que il y a eu des contacts, il y a des discussions. Non, mais quand on a livré 4 hélicoptères au Mali, par exemple, ce n'est pas Wagner qui a livré les hélicoptères. Non, nous ne parlons pas des 4 hélicoptères. Oui, mais ça veut dire qu'il y a une coopération en matière de défense entre le Mali et la Russie. Mais la France ne remet pas en cause les hélicoptères. Oui, mais on met en avant cette affaire de Wagner comme si ce qui se passe entre le Mali et la Russie se limitait à l'entité Wagner. Oui, puisque pour la France, le fait de confier ces problèmes de sécurité à une compagnie de sécurité privée, c'est ça qui gêne la France. Et puis, la France soutient que c'est une compagnie qui a des... un antécédent. Qui a des antécédents. Tout le monde a des antécédents. Même la France au Sahel a des antécédents. Mais il y a un aspect. Oui. N'oubliez pas que les mercenaires n'ont pas toujours, je ne vais pas dire jamais, été la solution. N'oubliez pas le cas centrafricain et nous, avec Bemba. Ce sont les mercenaires de Bemba qui sont venus à Centrafrique. Et vous savez justement, avec les viols et tout ce qui a conduit Bemba justement au tribunal pénal international. Quand il s'agit de viols, toutes les armées ont été coupables. Non, au moins, non. On sait que même les Français en Centrafrique, les Gabonais... Non, mais ce n'est pas des viols organisés, parce que il faut qu'on sache ce qu'on appelle un mercenaire. Un mercenaire, c'est quelqu'un, il n'a pas d'idéal, c'est les sous. C'est-à-dire que vous me payez et vous me... oui, c'est ça la notion de mercenaire. Et je vous fais le boulot. Voilà, ça veut dire que votre adversaire lui paie le double, il lui fait le même boulot. C'est ça. Parce que moi, je crois que même les gens ne comprennent pas la notion d'un mercenaire. Là, un mercenaire n'a pas de patrie. C'est sans foi ni loi. Oui, tu me donnes 1 million pour régler le problème, je vais vers lui, il me donne 10 millions pour te régler, mais je le fais. Parce que depuis toujours, l'intervention, le recours aux mercenaires dans les situations de conflit, je prends le cas de Executive africaine qui est intervenue en Sierra Leone. Au moment où il y avait les combats, les mercenaires, ils protégeaient juste leurs intérêts, de Mantifère, parce que c'est ça leur intérêt. S'ils ne seront pas payés. Donc moi, je me dis que c'est vrai pour les autorités maliennes de réfléchir à trouver la solution à la crise sécuritaire, mais il faut aussi voir à l'interne qu'est-ce qui ne se fait pas et qu'on doit faire. Cela persiste. Voilà. Si aujourd'hui, on a des djihadistes qui occupent des zones entières, des djihadistes qui se déplacent par centaines même sur un territoire, cela veut dire qu'il y a un problème. Quelle est la relation entre l'État malien et les populations maliennes établies dans ces zones? Si 300, 400 djihadistes peuvent traverser des zones entières pour aller commettre des forfaits et revenir sans être inquiétés, ça pose problème. Ces zones sont habitées par des gens. Et des zones qui sont 2 fois, 3 fois plus grandes que le Togo. Donc, il faut reconnaître qu'il faut trouver des solutions. Mais est-ce que la piste russe avec cette compagnie de sécurité privée est véritablement la meilleure? Bon, moi, en tant qu'historien, je commente les faits qui se sont passés. Je ne commente pas les faits. Pas de la politique fiction. Nous allons prendre quelques questions de nos téléspectateurs qui nous écrivent par centaines. Nous allons prendre le 92 07 38. 92 07 38. Bonjour chers invités. Je suis à l'Oignon Yao depuis Adido Gomé. Mes questions sont les suivantes. Si, après 60 ans d'indépendance, les pays africains sont incapables d'assurer leur propre sécurité, à quoi sert notre indépendance? L'Afrique est-elle vraiment indépendante?
Bon, ça, non, je crois que c'est la sempiternelle question que nous nous posons tous les jours. Vous voyez, et peut-être que jusqu'à maintenant, nous n'avons pas réellement assumé notre indépendance. Et comme disait un écrivain, paix à son âme, congolais, Soumis Laboutansi, il dit qu'il faut en finir avec les indépendances parce que nous n'avons rien mis dans la corbeille des indépendances. Nous avons, ici a été la danse indépendance, tcha-tcha-tcha. Et puis, moi, ça m'a... Bon, maintenant, je vais au-delà. En fait, nous devons dépasser les incantations pour aller vers l'action. Oui, pendant longtemps, nous sommes dans les incantations. C'est-à-dire qu'on l'a dit, on va... Mais non, le président, je dis, mais on n'est pas panafricaniste, on est national. Non. Posons des actes qui s'inscrivent dans le panafricanisme, posons des actes qui s'inscrivent justement dans le nationalisme. Voilà, à partir de ça, je crois que nous allons progressivement assumer notre indépendance. Certains historiens, ils vont le dire, ils disent que bon, 60 ans, c'est trop jeune encore. Mais reconnaissons que on ne peut pas dire que rien n'a été fait, rien n'a été gagné. Moi, quoi qu'on dise, je suis de ceux qui affirment qu'il y ait quand même une structure comme la CEDEAO, quoi qu'on dise, la CEDEAO a ses travers. Au moins, c'est quand même un organe représentatif qui, bon, ça a son sens et ça a son utilité. C'est un embryon, certains disent que, mais certains même comparent la CEDEAO à la structure en Afrique centrale, que mais si elle aussi avait justement la même structure et la même efficacité, qu'on le veuille ou non, je dis que je ne suis pas dans ce qu'on peut appeler une sorte de sinistrose. L'indépendance, c'est vrai, les promesses n'ont pas été tenues, mais reconnaissons-le et allons de l'avant. Alors, nous allons répondre au 97 23 42. 97 23 42. Que pensez-vous du point de vue des mouvements de l'Azawad qui ne reconnaissent pas, qui récusent aussi Wagner? Ne sont-ils pas manipulés par les Français? Et quand on parle de mercenaires russes, on se rappelle d'un mercenaire français interpellé en Centrafrique. C'est Nour Mohamed qui nous écrit. Oui, bon. Oui, c'est vrai que le MNLA aussi a pris position en dénonçant le recours à cette société. C'est pas étonnant parce que j'ai dit tout à l'heure dans mes analyses que je suis un peu resté inquiet et puis confus par rapport à la relation qui existerait entre la France et le MNLA. Parce que si la France a pu intervenir en 2013 avec l'opération Serval pour stopper les djihadistes, mais sans rien dire sur les occupants du nord du Mali, cela veut dire que quelque part, c'est vrai, vous avez rétorqué en disant qu'ils ont conclu un accord entre... Pourquoi conclure un accord entre un État, une puissance étrangère et une entité non étatique, non reconnue, une entité qui n'est pas, c'est-à-dire qui n'est pas reconnue en tant qu'autorité légale et légitime sur un territoire? C'est un peu, moi ça me pose problème. Il y a un problème juridique qui se pose. Donc cela veut dire que quelque part, entre la France et le MNLA, il y a des non-dits. Il y a des non-dits. Tout court. Voilà. 90, 29, 64, 90. Si le MNLA dénonce Wagner, c'est normal. Ça va de soi. L'auditeur peut comprendre. Il a même répondu à sa question. Ça s'inscrit dans une certaine logique, oui. Voilà. 90, 29, 64. Monsieur le journaliste, au lieu d'appeler plusieurs fois le nom de la France, pourquoi vous ne vous posez pas la question à quoi servent les militaires défileurs des pays africains, la CEDEAO, l'Union africaine, etc. C'est Bousso Cyril qui nous écrit. Ouais, bon, nous en avons déjà parlé. On a parlé de la structure de nos armées. Et puis, vous voyez, je crois que il faut, surtout quand j'aime beaucoup l'histoire, vous faire le recul. Quel était l'héritage et sur lequel s'est construit nos armées et quel était l'objectif, vous voyez, ou bien la mission assignée. Ce n'était pas des armées d'intervention. Ça, il faut quand même le voir, parce que ce n'est pas pour rien que pour faire cette mission, ils sont obligés de passer par des formations et autres. Et puis, comme nous l'avions dit, c'est pas un problème d'armée. Si c'était un problème d'armée,
nous allons voir que les plus grandes armées du monde, parce que quand même l'armée française n'est pas une petite armée, l'armée justement des pays d'Europe, mais ils n'ont pas cette armée, ces armées n'ont pas pu vaincre les rebelles. Cela veut dire que le problème n'est pas que militaire, ou alors il y a des éléments, ou bien il y a des aspects de ce problème qui sont plus importants que l'aspect militaire. Et c'est pourquoi nous sommes d'accord que tout en peut-être penser à la solution militaire, il faut voir les fondements de cette crise et les identifier et essayer de voir les solutions qu'on peut y trouver. 91 62 16, 91 62 16. Mes salutations à vos invités. C'est Richard Tagba qui nous écrit depuis Kara. Au-delà de tous les discours et des analyses que l'on pourrait faire sur la situation malienne, il appartiendra aux autorités maliennes, étant au carrefour de leur histoire et de leur vie, de bien observer quel chemin pourra les amener sur le bon partenaire pour un développement économique et sécuritaire, tout en ne perdant pas de vue qu'aucun pays au monde de ce monde ne vit en vase clos. L'important, c'est de savoir avec qui il faut aller et là où on doit aller. C'est une contribution. Très bonne analyse. Oui, une bonne contribution. En réalité, c'est ce que nous tous nous disons, parce que aujourd'hui, si on crie la Russie, moi je dis oui, on ne va pas remplacer une puissance par une autre pour notre propre problème sécuritaire. Bon, même s'il faut remplacer, il faut bien mûrir la réflexion. Quel est le sens de ce remplacement? Quel rôle on donne à ce remplaçant-là? S'il faut lui attribuer les mêmes rôles que celui qui est en train de partir, je crois que là, il y a un problème qui se pose. Donc, c'est vrai que les Maliens, c'est eux qui ont ces problèmes-là. Mais ces problèmes nous concernent également. C'est vrai que le Mali se trouve à un carrefour vis-à-vis de son histoire. Il faut trouver les solutions idoines pour régler le problème. Mais pour autant, il faut que vraiment, ça soit le bon partenaire qui accompagne. Mais en fin de compte, est-ce que les pays africains, francophones surtout, ne vont pas devenir les champs de bataille de ces grandes puissances, la France contre la Russie au Mali, en Centrafrique et ailleurs, parce qu'on sait que la France aussi ne va pas lâcher l'affaire. Hein. Non, les champs de bataille ne se créent que... Ça a commencé en Afrique. En Afrique australe. D'autres théâtres même qui ont offert cette bataille. Bien sûr. Est-ce que vous ne savez pas que pour la crise syrienne, voilà, les Américains se sont retrouvés là-bas. Et que ce soit même la crise ukrainienne entre les pro-occidentaux et les pro-russes. On a vu ce que ça a été. Est-ce que nos pays n'ont pas intérêt justement à diversifier les partenariats pour pouvoir tirer meilleur profit oui, il faut du plus offrant? Moi, je ne suis pas anti-coopération. Naturellement, tu es des diplomates. Donc, il faut coopérer. Mais il faut chercher à coopérer pour un intérêt donné. Généralement, quand nous définissons la politique extérieure d'un pays, mais c'est la recherche de biens pour son état extérieur en réalité. Donc si nous allons diversifier une coopération juste pour que nos pays soient encore des théâtres de conflits entre des idéologies antipathiques et autres, là, moi je dis non. Il faut choisir les partenaires et savoir ce qu'on cherche de ce partenaire-là. Il ne faut pas aller à la coopération pour coopération parce qu'on a des problèmes. Il y avait un chapitre qu'on devait aborder donc avant la fin de cette émission, c'est le prochain sommet France-Afrique de Montpellier. Est-ce que ce sommet va permettre à la France de redéfinir de nouvelles bases avec l'Afrique, de recoller les morceaux, notamment au Mali? Bon, il faut voir que d'ailleurs, dans l'histoire des rencontres entre la France et l'Afrique, cette rencontre est originale. C'est une rencontre au cours de laquelle il n'y aura pas de chef d'État. Oui, je ne sais pas si vous l'avez. C'est la première fois. Donc ça veut dire que la politique, il n'y aura pas question de politique politicienne. Ce ne sont pas des... Macron avec Achille Bembé. Oui, bon, bien sûr, mais il n'y aura pas que Achille Bembé. Et puis bon, Achille Bembé, qu'on le dit ou non, c'est un universitaire que je respecte et qui a des vues. Même s'il a des penchants quand même, Achille Bembé a des vues et qui tient la route avec toute sa théorie de la post-colonie que moi j'apprécie. Oui. Aujourd'hui, on ne peut plus réfléchir sans parler de la post-colonie, qu'il faut réfléchir et voir comment. Mais il n'y aura pas que lui.
lui n'est que le coordonnateur, mais tous les pays, y compris justement le Mali, tous les pays, c'est la société civile qui sera représentée. Et les intellectuels, la jeunesse, qui sera représentée. Donc on voit déjà que peut-être que le son de cloche est déjà senti. Comme c'est une première, on va voir. Je reviens à ma position de transformation générationnelle. Aujourd'hui, la France doit être convaincue qu'elle a en face d'elle une génération d'Africains qui a décidé de prendre son destin en main. Et quand vous scrutez un peu la vie politique, économique et sociale en Afrique ces dernières années, vous allez voir que ce sont les intellectuels, la société civile, les artistes qui sont en première ligne pour sonner donner l'alerte sur cette relation avec la France, qu'est-ce qu'elle vaut et autres. C'est ce changement, cette mutation qui est en train de s'opérer. Mais durant ces sommets, j'ai lu même sur le site du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères français que le sommet de Montpellier va permettre de questionner la relation Afrique-France et de définir les fondamentaux de la nouvelle relation. Donc si la France même déjà avance ces idées-là, cela prouve qu'il y a eu une rupture. Et ceux qui ont vécu la colonisation, les premières heures d'indépendance ne sont plus, même parmi les dirigeants africains, il y a beaucoup qui n'ont pas connu qui n'ont pas vécu ces moments-là. Mais durant ce sommet-là, est-ce qu'on pourra appeler un chat quand on sait que les participants à ces sommets sont toujours triés sur le volet? Non, je ne pense pas. Mais est-ce qu'on va pouvoir appeler les panafricanistes? Bien sûr. Par exemple, moi, je sais qu'au Sénégal, j'ai une idée justement de la liste. Ce pas des gens qui sont là pour faire des discours lisses. Oui, et puis, ce que je reproche souvent aux gens, nous qui observons ce que les gens disent, nous avons aussi cette faute-là de coller des étiquettes a priori aux gens. Laissez les intellectuels s'exprimer. Ce ne sont pas tous. Parce que souvent, les intellectuels, c'est comme les mercenaires. Non. Il a dit, cher collègue, il a dit quelque chose avant. Ne confondons pas les diplômés. Vous l'avez dit au début. Oui. Non, un intellectuel, c'est par rapport à sa posture. À sa posture, à ses idées, à ce qu'il fait. Oui. Il n'est pas là pour avaler les couleuvres. Non. C'est pas parce que certains intellectuels recusent certains ou beaucoup. Non. Moi, j'emploie le terme certains. Certains, oui. Recusent tout ce qui circule sur les réseaux sociaux aujourd'hui. Et puis, ça va dans tous les sens. Les intellectuels, c'est des gens qui prennent le temps de réfléchir. Bien sûr. Nous ne disons pas une rupture avec la France. Non. Tout ce que nous réclamons, c'est coopérer réellement l'intérêt de nos populations. Gagnant-gagnant. Vous, en tant qu'ancien diplomate, qu'est-ce qui empêche les pays africains, justement, donc, de se mettre dans cette logique de coopérer pour gagner? Parce qu'on a comme l'impression que souvent on y va à plat ventre, on est prêt à se marcher dessus. On n'y va pas et on n'est pas prêt à se faire marcher dessus. Non, c'est pas ça. Mais moi je ne vois pas les pays africains négocier d'égal à égal avec ces pays. Vous savez comment ça se passe? Ça a commencé. Ça a commencé. Si par le passé, des contrats ont été imposés et autres, aujourd'hui, les contrats ne sont plus imposés automatiquement. Voyez un peu, moi j'ai apprécié ce que le président Tshisekedi est en train de faire en Centrafrique, en RDC, et en demandant la renégociation de certains contrats miniers. Vous voyez, ce qui est inconcevable il y a quelques années. Donc pour dire que, en réalité, vous voyez un peu, ça bouge. Ça bouge, mais c'est que les Africains sont dans une situation de quelqu'un qui a soif depuis longtemps. Donc, du coup, quand il voit de l'eau, il est prêté à tout avaler. Donc, les choses bougent. Et je dis, les transformations générationnelles que nous observons, cette transformation vont beaucoup apporter à l'Afrique. Oui, je voulais dire, parce que, vous savez, nous sommes, nous sommes justement au niveau des faits sociologiques. Les faits sociologiques, justement, parfois, vous mettez du temps avant de vous rendre compte que, attention, mais ça est en train d'évoluer.
Donc, ce n'est pas un phénomène qui sera spontané, mais nous avons déjà des signes qui montrent que plus jamais les choses ne peuvent pas être comme avant. Oui, mais Bien sûr. on a vu des signes et puis émerger, vous allez voir que dans les années 80, non, 86, mais oui, justement, qui ont été étouffés. non, justement, vous allez voir que mais la montée n'est pas nécessairement une montée rectiligne. Ça peut se faire par des paliers, bien sûr, des passerelles. Et il faut en être conscient. Parce que et c'est là où parfois il y a des déceptions, des désillusions, des amertumes. Et que il faut être, c'est ça, justement, la posture de l'intellectuel. C'est-à-dire que ce n'est pas par la passion, on va comme on va à la guerre en chantant. On sait que c'est des enjeux, et des enjeux, on sait ce que c'est. Ça peut justement, on peut faire 2 pas, revenir, faire 3 pas. C'est-à-dire que, Comme la danse de tango. oui, bon, encore que le tango, c'est 2 pas en avant, un pas en avant, 2 pas en arrière. Voilà. Après la Centrafrique, le Mali, que voyez-vous? La Guinée sera-t-elle tentée par l'aventure russe? La Guinée n'a pas de problème de sécurité. Voilà, oui. Oui, mais La Guinée a des problèmes de refondation. De fondation, oui, ça c'est vrai. Donc, Refondation, mais si la Guinée juge que oui, Tu dois varier, la Russie est un partenaire qui peut nous aider à faire quelque chose, la ça Guinée ne va, va pas va. hésiter à le faire. Et c'est normal. C'est normal. Nous sommes à l'ère de la diversification du partenariat. C'est le multilatéralisme. Ce n'est pas le Mali ni la Centrafrique seul. Même il y a beaucoup de pays africains aujourd'hui qui, très longtemps, avaient lié tout leur partenariat avec la France. Et qui, même pour coopérer avec une autre puissance ou bien un autre pays, étaient obligés de demander l'autorisation de la France. Mais aujourd'hui, ça ne se passe plus. cette pratique n'existe pratiquement plus en diplomatie. même au Togo, j'ai ouï dire que dans le système scolaire, le russe revient. Non, oui, voilà, c'est ça. Il n'y avait plus de Russes parce qu'on n'avait plus de profs russes. C'est ça. Le russe ne revient pas. Le russe figure dans les offres. Mais on n'a plus... Et d'ailleurs, vous allez voir que c'est ça le paradoxe. Vous allez voir que l'allemand disparaît parce que les enfants ne choisissent plus l'allemand. Ils choisissent l'espagnol. Le Togo a une coopération avec la Russie. Donc c'est normal. Nous ne disons pas qu'il ne faut pas avoir de coopération, mais il faut savoir ce que l'on cherche. Le Togo a une bonne coopération avec la Russie. Oui, bien sûr. Je crois que tout dernièrement, même le ministre des Affaires étrangères a été en Russie. Donc là, je précise, le russe ne revient pas. Le russe existe, c'est la série A5. Mais à un moment donné, les enfants ne choisissaient pas. Il y avait une seule série A5 au lycée de Tokwin. Oui. Et puis, vous sans oublier que dans les années 90, même beaucoup de professeurs de mathématiques étaient des gens qui sont venus de la Russie, mathématiques et physique. Oui, même des universités. Voilà. Ont été formés. Vous allez à l'ENSI. Voilà. Si les statistiques sont bonnes pour une planification du développement et que j'aille en Chine apprendre la statistique, en Russie, apprendre la statistique pour venir travailler au Togo. Il n'y a pas de problème. C'est pour le bonheur de Merci. Donc, on va s'arrêter là. Merci d'être passé chez nous. Merci, Gilles. Merci, Guy Missolé. Merci. Oui, Gilles, merci, mon professeur, surtout. Oh non, ça c'est une vieille histoire. Ça ne me rajeunit pas, mais c'est toujours un plaisir de le retrouver. Non, mais j'ai toujours dit ça. C'est ça le bonheur de l'enseignement. Nous avons découvert le goût du français. Oui, bon, c'est parce que j'avais également eu des élèves étudiants très motivés et motivants. Non, mais les gens ne comprennent pas que il n'y a pas de bons professeurs s'il n'y a pas des élèves justement qui fassent le pas vers le professeur. Ça, je sais. Tu as été brillant, donc c'est pas pour te flatter. Oui, vous également. Et je vous confesse, mais en première, il m'avait eu en seconde. Et en première, on avait changé de professeur. Et moi, je séchais les cours pour parce venir. Que vous venez oui, parce que c'est cours français. Non, mais moi j'ai toujours dit partout que lui, il n'a pas changé. Il avait déjà le manteau du grand communicateur, du grand journaliste à l'époque. Merci pour votre disponibilité. Et c'est la fin du forum de cette semaine. Dans un instant, une nouvelle édition sur votre chaîne. À très bientôt.